Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une confrontation qui secoue vraiment les fondations de l'ordre international. C'est la rupture profonde entre la Russie de Poutine et l'ONU. Oui, et ce n'est pas juste, disons, une série de désaccords. Non, c'est ça. C'est un vrai choc idéologique sur comment le monde devrait fonctionner, être gouverné. Exactement. Un défi systémique, en fait. On se base sur une analyse assez détaillée qui décortique ce conflit. Et notre mission, c'est de comprendre les racines de cette tension, aller un peu au-delà des gros titres. Mhm. On va explorer la vision russe du monde, l'impact de l'Ukraine bien sûr, de la Syrie aussi, l'usage très très particulier du droit de veto, Ah oui, le veto. et puis ce fossé qui se creuse sur les droits humains. Alors, on y va. Premier point donc, la Russie qui défie l'ordre mondial post-guerre froide. C'est ça. On entend parler de monde unipolaire, d'empire du mensonge pour qualifier l'Occident. C'est fort comme terme. Ah oui, c'est très fort. Et c'est un point central de leur discours. Ça s'appuie sur une critique virulente de ce que Moscou voit comme une hégémonie américaine. Illégitime, selon eux. Ils citent l'expansion de l'OTAN, par exemple, vécue comme une promesse non tenue. Ils dénoncent aussi une application, on va dire, à la carte du droit international. D'accord. Et puis, il y a sans doute la perspective de Poutine lui-même, marquée par la chute de l'URSS. Ça nourrit une méfiance et puis une volonté de restaurer l'influence russe. Et cette histoire de promesses non tenues sur le temps, même si l'Occident conteste cette lecture, Oui, bien sûr. c'est devenu un argument clé pour eux, pour justifier une posture plus dure, non? Tout à fait. Ça fait partie de l'argumentaire. Et face à ça, concrètement, qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative? Alors, Moscou met en avant l'idée d'un ordre mondial multipolaire. Multipolaire. Voilà. Ça passe par renforcer des blocs comme les BRICS, par exemple, et se positionner un peu en défenseur du Sud global. Contre un prétendu néocolonialisme occidental. C'est le discours, oui. Et à ça s'ajoute une défense très, très forte de la souveraineté absolue et des valeurs traditionnelles. Comme un contre-modèle. Exactement. Présenté comme un rempart contre ce qui est dépeint comme une décadence occidentale. En fait, c'est pas juste une vision, c'est une stratégie pour légitimer leurs propres actions, celles qui violent la charte. Ce qui nous amène, tout droit à l'Ukraine, l'épicentre tragique de tout ça. C'est ça. On se souvient des accords de Minsk, ça devait ramener la paix dans le Donbass. Oui, mais l'analyse suggère que leur échec était peut-être un peu calculé par Moscou. Enfin, en partie. Ah oui. Le cessez-le-feu n'a quasiment jamais été respecté. Plus de 10 000 morts ukrainiens avant l'invasion de 2022, quand même. 10 000, c'est énorme. Oui. Et ça a permis de geler le conflit, de dire c'est la faute de Kiev et de l'Ouest, et de préparer la suite. L'invasion à grande échelle. L'invasion 2022. Qui est une violation flagrante de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, l'interdiction d'utiliser la force. Très clair. Le secrétaire général de l'ONU l'a rappelé à Poutine d'ailleurs, avec les conséquences qu'on connaît. Humanitaires, alimentaires. Catastrophique. Et l'ONU, comment elle réagit face à ça? De façon totalement divisée. L'Assemblée générale, elle, a condamné massivement, plusieurs fois. Oui. Mais le Conseil de sécurité, bloqué, impuissant, à cause du veto russe, systématiquement. Voilà le cœur du problème. C'est la faille béante du système. Un membre permanent qui viole la charte et qui bloque toute action contre lui-même. Parlons-en de ce veto. Ce n'est pas juste un outil diplomatique, là, c'est... Une arme, absolument. L'analyse le montre bien. C'est très ciblé sur la Syrie d'abord, pour protéger Bachar el-Assad. Blocage d'enquête sur les armes chimiques, entrave à l'aide humanitaire. Et puis, bien sûr, l'Ukraine. Là, c'est de l'autoprotection pure et simple. Veto sur la Crimée en 2014, sur l'invasion en 2022, sur les annexions. À chaque étape clé. Voilà. C'est ce qu'on appelle le lawfare. Utiliser le droit comme une arme. Utiliser les règles pour saper les règles, en quelque sorte. C'est un peu ça. D'ailleurs, ça a poussé l'Assemblée générale à réagir avec l'initiative veto. Ah oui, pour forcer à justifier publiquement l'usage du veto. Exactement. Une petite tentative de contre-pouvoir. Et cette instrumentalisation du droit au Conseil de sécurité, ça se reflète aussi sur les droits humains. J'imagine que le fossé se creuse aussi là. Ah oui, le fossé est immense. Déjà, la Russie a été suspendue du Conseil des droits de l'homme en avril 2022. C'est historique. Oui, c'est rare. Et en parallèle, on voit une répression interne qui s'est durcie, vraiment durcie depuis 2022. Les lois sur les agents de l'étranger, sur les fausses informations, sur l'armée, tout ça sert à museler la dissidence. Essentiel pour soutenir l'effort de guerre, j'imagine. Probablement, oui. Et face aux critiques internationales, là-dessus, la réponse russe, c'est
ingérence politisée. Et le fameux whataboutism. Et le whataboutisme, bien sûr, accuser l'Occident de faire pareil, de pratiquer le deux poids, deux mesures. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ce qu'on retient, c'est que ce conflit Russie-ONU, c'est vraiment une fracture profonde. Oui, systémique. Ça touche à l'idéologie, à la vision du monde, ça touche aux institutions comme le Conseil de sécurité et l'usage du veto, Tout à fait. aux principes de base de la charte violée en Ukraine et aux droits humains universels. C'est ça. Et les conséquences pour l'ONU sont potentiellement très graves. C'est-à-dire, Une crise de crédibilité énorme, surtout pour le Conseil de sécurité, et puis un risque que l'ordre international se fragmente encore plus. Si cette vision multipolaire, version Moscou, gagne du terrain et affaiblit l'universalisme de l'ONU. et ça nous laisse avec une question assez fondamentale, non? Si un membre permanent du Conseil, qui tire son pouvoir de la charte, utilise ce pouvoir pour défier ouvertement cette même charte, qu'est-ce que ça veut dire le droit international aujourd'hui pour les grandes puissances et comment les autres pays peuvent naviguer là-dedans, dans ce paysage qui change si vite? C'est toute la question. Voilà, de quoi réfléchir.